France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 18 septembre avec ce sujet et cette question à la une pour Khaled Benchir sur l'islam. On muselle l'État français et on accepte l'œil d'Alger ou d'Ankara. Faut-il en finir avec l'influence étrangère? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondrez évidemment, que vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2, en nous appelant dans quelques minutes au 01 40 33 9000. Khaled Benchir, invité exceptionnel du LGF, pour revenir sur la polémique autour de la conférence qu'il a co-organisée hier avec la Ligue Islamique Mondiale. Tout à l'heure à 17h. Pour nous accompagner aujourd'hui, commenter l'actualité avec vous, Madame Faiza Ben Mohamed et Monsieur Abdeslam Itache tout à l'heure. Nous poursuivons notre sujet sociétal de la semaine autour du viol dans le couple. Nous arrêterons sur les techniques de chantage employées par l'agresseur, figurant dans le rapport de l'OMS qui, je le rappelle, sort ce chiffre alarmant: une femme sur 4 confrontée au viol conjugal. Les infos zappées et le traditionnel quiz en fin d'émission au programme de ce grand forum en ce mercredi. Soyez les bienvenus. Le grand forum, Christophe Roux, 16h-18h sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'info autrement, le grand forum sur France Maghreb 2 tous les jours 16h-18h débarque dans un instant avec Faiza Ben Mohamed et Abdeslam Itache. On va parler et revenir sur les propos de Khaled Benchir qui s'interroge sur l'islam de France et sur son influence étrangère. قلبي ماما بوحدة اللي غنقول لك يامو بس فتشهم قلبي في الاخر باعوني فابور خليتهم يدوزوا الاولين حيت لفهم دابور هالليلة العقل ني بالا كنسول راسي امتى وكيفاش حياتي غتسالا هالليلة عافي دا بالدالا فراسي بزاف ديال بروبليم خويا كل نهار سير حالة هالليلة 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 كندور بلاصتي فاش بكار بلاد ما كيجبد لك الصار وقت خلات فيا الاشهر وتحمت فما مزرك من الفطار صغار في دم الزار تستعمل مسكه كروشه وان شاء الله في دفاني كتبان ليا بالانوار قمر بحكايات واش قتلو فينا الاسطوار كل نهار كنفكر حياتي كيف غادي نساليها قلبي ماما بوحدها يا للجنة تدرج ليها كل نهار كنصبر خاطري حيت راه كلنا ليها بودي غادي بينعيش مبقيش قادر عليها لا 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 هالليلة 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 اللي مشى البارح اليوم ما يوليش في داس الباص انا ما ناسيش حد ما يستاهل اللي خلاك خليه والغريامة وحدة قلبي ما جديه بزاف كانوا في حياتي ودابا كاع ما بقاو عليا داتهم الايام لبعيد كاملين مشاو قلبي فرشي ورضات بلاش وخاصة ما الوقتش خويا الباسي كاملين غادي نساو واخا كاع ما بقيتش فات نعيش مع بيه ننسى الباسي قراتني الايام واخا كاع ما بقاو كاع احلامي بودي في علامي شمعة وسط الظلام هالليلة Le grand forum arrive dans un instant sur votre radio France Maghreb 2 avec vos appels évidemment qui nous intéressent pour parler de l'influence étrangère au sein de l'islam de France et bien le propos rapporté par Khaled Benchir, le président de la Fondation de l'Islam de France, qui avait d'ailleurs organisé une conférence qui a créé une certaine polémique hier, on y reviendra, et puisqu'il sera également notre invité à 17h tout à l'heure, Khaled Benchir, pour s'expliquer et répondre à toute cette polémique. وليت فيا تذكر الويت واحنا هكذا
نفسي مديت انا معاها ونحمر فيك مازال قلبي عمري بين يديك وإلا بغيتي نولي ليك راني حنفسي مديت نعيط لك ما تنفعش قلبي دويا ما يصبرش كل يوم فيك نتوحش انت بيا ما تسمعش نعيط لك ما تنفعش قلبي دويا ما يصبرش انا بروحي ما اماش مالك قلبك ما يجمعش يا عمري لا يجوز ما تخرجني مع زوج نبغيك ليا وحدايا اي نعشق فيك حدايا مو بيبي لا يجوز اي تخرجني مع زوج نبغيك ليا وحدايا اي نعشق فيك حدايا ها قارعي يقولك شازرو يا قلبي تفيراطة يدته الخلاطة حبوك وليا الزينة يا وين باقي بخوينة يا قلبي تفيراطة يدته الخلاطة حبوك وليا الزينة يا وين باقي بخوينة راك منيتك سمعتي ماله قلبك قساح غير البارح كنا ملاح في دقيقة كل شي راح محال معاك نرتاح ماله قلبك قساح غير البارح كنا ملاح في دقيقة كل شي راح محال معاك نرتاح يا عمري لا يجوز اي تخرجني مع زوج نبغيك ليا وحدايا اي نعشق فيك حدايا مو بيبي لا يجوز اي تخرجني مع زوج نبغيك ليا وحدايا انا نعشق فيك حدايا France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa Et région. bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est le grand forum, l'info autrement tous les jours sur votre radio, jusque 18h, 16h, 18h, les 2 heures de liberté d'expression. Et vous pouvez évidemment nous appeler en direct sur votre radio France Maghreb 2 au 01 40 33 9000 pour nous accompagner aujourd'hui en ce mercredi. Faiza Ben Mohamed, bonjour Faiza. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Ravi de te retrouver. Nous attendons le premier de la classe, mais pas au niveau de la ponctualité, monsieur Abdeslamitache, qui va pas tarder de nous rejoindre. Il nous a dit et informé qu'il était coincé dans les embouteillages parisiens. Ce que voilà, t'es peut-être pas confronté à cela d'ailleurs du côté de Nice. Ça se passe bien, ça roule bien. Oui, ça roule bien, écoute, ça n'a rien à voir avec ce que ça peut être à Paris. Hein. C'est Effectivement. Invité tout à l'heure, Khaled Benchir, le président de la Fondation de l'Islam de France. Khaled Benchir qui est au cœur de la polémique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont co-organisé hier une conférence autour du dialogue religieux avec la Ligue islamique mondiale. Ça a créé une certaine polémique et des attaques de quelques personnalités que vous connaissez tous, notamment Zineb El-Zraoui et Mohamed Sifawi, entre autres. Il a, entre autres, parmi ses propos, ses discours, eu quelques propos que j'ai relevés et que j'ai souhaité mettre à la une aujourd'hui, histoire que l'on en parle aussi, parce que c'est des sujets qui nous concernent tous. Pour Khaled Benchir, sur l'islam, on muselle l'État français et on accepte l'œil d'Alger ou d'Ankara. Faut-il en finir avec l'influence étrangère ? C'est la question que l'on vous pose, parce que paraît-il qu'elle est présente. Alors je ne sais pas moi, Faiza, est-ce que cette influence étrangère influe sur l'organisation des instances musulmanes françaises ? c'est quand même un secret de polichinelle que de dire que par exemple notamment le CFCM subit de manière volontaire ou pas les influences à tour de rôle soit du royaume du Maroc, soit de l'Algérie principalement. Maintenant, voilà, on a une présidence, un ancien président du CFCM qui vient d'achever son mandat en la personne de Ahmet Okras, qui est d'origine turque. Après, je présume pas forcément d'influence turque ou quelque chose, mais c'est quand même un secret de polichinelle que de dire que les associations ou les structures, en tout cas censées représenter l'islam en France, sont, je dirais pas pilotées, mais subissent volontairement ou pas une influence, c'est certain. Oui, donc alors, il a un peu raison quand il dit ça, donc finalement, 01 40 33 9000, vous êtes 61% par exemple sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter,
à nous dire effectivement, oui, il a raison. En tout cas, il faut qu'on en arrête avec cette influence étrangère au sein des instances. Alors, il a aussi dit une chose intéressante. Tiens, il en a profité pour tacler dans une interview à l'Opinion, pour tacler un peu le CFCM en disant nous sommes la seule instance sérieuse. Voilà, Khaled Benchir dit que la Fondation de l'Islam de France est la seule instance sérieuse, Faiza. Oui, mais alors après, il faut savoir d'où parle la Fondation de l'Islam de France, parce que ça reste une fondation qui est laïque, subventionnée par un certain nombre de ministères et d'entreprises publiques ou semi-publiques. Khaled Benchir, on l'avait interviewé, si tu te souviens, Christophe, je crois en fin d'année dernière, où il nous disait la Fondation de l'Islam de France n'a pas vocation à s'occuper du fait religieux, du religieux en tout cas, ou de représenter le culte musulman. Il l'a dit très clairement. Et cette fondation, pour lui, avait une vocation culturelle. Vraiment un but culturel, faire rayonner la culture islamique, ce que vous voulez, par des formations qui sont notamment des formations profanes. Je pense que le CFCM et la Fondation de l'Islam de France n'ont pas du tout le même but. Il faut vraiment séparer les activités des deux, même si la Fondation de l'Islam de France, dans l'esprit des gens, c'est une instance représentative, ça ne l'est pas. Oui. Alors, je lui ai posé toutes les questions. Est-ce que tu comprends cette polémique qui est née hier sur les réseaux, jusqu'à ce que d'ailleurs Nathalie Goulet, sénatrice, demande l'interdiction de cette conférence? En fait, on reproche la présence des Saoudiens, en l'occurrence, au travers de cette instance islamique mondiale, et notamment de son secrétaire général, qui fut aussi, rappelons-le, ministre de la Justice saoudienne, au moment où le blogueur a été condamné à 1000 coups de fouet pour avoir exercé sa liberté d'expression, quoi. Oui, Raif Badawi, il s'appelle le blogueur en l'occurrence. Écoute, la polémique, tu sais, elle est née par des gens qui sont adeptes de ce type de scandale qu'ils ont l'habitude de faire émerger via les réseaux sociaux, en la personne de Zineb El Razoui, en la personne de Mohamed Sifawi, et après c'est systématiquement relayé par un certain nombre de personnalités politiques issues de la droite comme de la gauche identitaire. Il faut pas se leurrer, encore je le dis et je le répète, s'agissant de la gauche. La polémique, je vais parler un peu crûment, mais je vais donner vraiment mon ressenti. Khaled Benchir, il est un des personnages qui est très connu sur la question de l'islam en France. Évidemment, il a des travaux, il est très compétent dans ses travaux. Et il a eu des positions qui sont clivantes, notamment sur la question du voile. Oui, absolument. Hier, il est attaqué depuis, même pas hier, c'est né avant-hier, ça fait déjà plusieurs jours que il est attaqué sur les réseaux sociaux. On lui explique qu'il fait la courte échelle aux islamistes en France, à l'islam politique, au salafisme, et pourtant ce sont des courants auxquels il s'oppose, et il s'oppose de manière ostensible. Les personnes qui l'attaquent aujourd'hui ne peuvent pas ignorer que Khaled Benchir cible systématiquement le salafisme et le wahhabisme comme étant des courants dangereux. On le sait, on connaît ses interventions. Quiconque suit les travaux de Khaled Benchir sait que on peut pas l'accuser de ça. Et pourtant, on assiste à ce qu'on appelle ce que j'appelle moi le boomerang, le retour de bâton. Finalement, face à ça, tu te rends compte que t'as beau essayer d'arrondir les angles, d'essayer d'avoir des positions qui soient les plus républicaines possibles, essayer de montrer un rayonnement, de montrer l'aspect vraiment l'aspect intellectuel, l'aspect culturel, essayer de faire de belles choses, parce que Khaled Benchir, je suis pas d'accord avec tous ses positionnements. Je pense que des fois il a des prises de position qui peuvent être un peu dangereuses, mais il faut lui reconnaître la qualité de son travail quand même. Et là, tu te dis, en fait, finalement, un arabe, il reste un arabe, un musulman reste un musulman. Quoi qu'il puisse faire pour essayer de rentrer dans le moule républicain, un jour ou l'autre, le retour de bâton, il arrive. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Parce que là, aujourd'hui, on donne une tribune à Zineb El Razoui et Mohamed Sifawi. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des Maghrébins d'origine, nés pour l'un en Algérie et l'autre au Maroc, qui sont arrivés du bled un petit peu tard, et qui aujourd'hui, aux yeux de l'opinion publique islamophobe, sont eux les bons musulmans. Sauf qu'ils sont pas musulmans.
Ils apparaissent comme la parole du bon musulman, la parole de ceux qu'il faut suivre, la parole du musulman éclairé, de l'arabo-musulman qui connaît les dérives de l'islamisme parce qu'ils ont vécu au bled. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. Et Ghaleb Benchir, je sais que je suis en désaccord total avec une grande quantité de ses positions, mais on peut pas l'attaquer sur ce sur quoi il a été attaqué ces derniers jours, c'est pas possible. Oui, alors vous allez voir de quelle manière il répondra à la polémique, hein, tout à l'heure à 17h, Ghaleb Benchir, notre invité. Abdeslam Itesh, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va Abdeslam? Bah écoute, ça court. Oui, ça court. 16h40. Oui, c'est ça. Oh, je suis arrivé un tout petit peu avant. Oui. J'ai grappillé les secondes. Bon, alors avec Faiza, que je te présente, que tu connais évidemment. Bonjour Faiza. Voilà. Nous parlons évidemment de cette instance, de ces déclarations plutôt de Ghaleb Benchir, le président de la Fondation de l'Islam de France, qui a organisé une conférence qui a créé la polémique avec donc la co-organisé plutôt cette conférence hier à Paris avec la Ligue islamique mondiale. Alors, il dit aujourd'hui clairement, voilà, on tape souvent sur la France à propos de l'islam, mais on a l'œil braqué souvent sur Alger et sur Ankara et voire même du côté du Maroc. Pour dénoncer un peu cette ingérence étrangère. Du coup, en découle cette question, faut-il en finir une bonne fois pour toutes avec cette ingérence étrangère? D'ailleurs, Macron en avait parlé, je crois, si je ne me trompe pas, de cette ingérence étrangère en disant qu'il fallait qu'on en termine aussi. Alors, tout d'abord, moi j'ai toujours été contre l'ingérence. Ce que je veux juste dire, c'est que à quel titre l'Algérie, le Maroc, la Turquie ou autre entité interviendrait sur le fait religieux? Que je sache, ils ne sont pas entités religieuses ou État islamique ou je ne sais quoi. Donc c'est un État qui se mêle des activités cultuelles d'un autre État. Ce que je veux dire, et je vais reprendre, vous la connaissez tous cette phrase, que je peux partager à moitié, parce que je pense que le chemin n'est pas complètement fait, mais il ne doit pas y avoir un islam en France, mais un islam de France. Ce qu'il faut absolument, c'est que les fidèles musulmans français s'occupent du fait musulman en France et qu'ils puissent décider d'eux-mêmes l'orientation et les choix, et qui ne soit pas dirigé par une entité étrangère, à savoir les pays que j'ai cités, mais ça peut aussi être d'autres. Donc si vous voulez, sur un plan géostratégique, lorsque les Américains se mêlent du Venezuela ou se mêlent d'autres pays, on se plaint toujours de l'ingérence et on dit non, ils ont rien à y faire et chacun est souverain de son État et chacun a à choisir. Et là on se retrouve aussi dans l'ingérence. Donc oui, je suis absolument contre l'ingérence. Ce qui va compliquer un peu la tâche quand même avec tout ce bazar, si je peux me permettre, Faiza, pour Emmanuel Macron, qui nous avait promis des annonces pour ce qui concerne l'islam de France. On attend toujours, ça patauge. Et, écoute, c'est un sujet tellement brûlant que les annonces sont systématiquement repoussées. Je sais même pas si elles existent en fait, ces annonces. Ça devait être en tout cas le sujet qui devait être mis sur la table à l'automne dernier, l'automne 2018. Ensuite, on nous a expliqué que ça avait pris un petit peu de retard et que on évoquerait le sujet qu'à la rentrée des vacances de Noël, donc ça aurait été janvier 2019. On est maintenant en septembre. C'est un sujet tellement brûlant et tellement crispant. On sait que ça, c'est quelque chose sur lequel Emmanuel Macron est très attendu. C'est un sujet qui intéresse tous les Français en plus, pas que les Français de confession musulmane, parce que les gens dans leur espèce de racisme anti-musulman aiment bien vérifier ce qui se fait dans l'organisation du culte, au niveau des financements. Au niveau on sait que il est très très attendu. C'est pas dans son intérêt de se précipiter. Il faut, je pense qu'il fait bien d'attendre s'ils sont pas prêts, quoi, parce qu'on sait que c'est un sujet sur lequel il peut pas se louper. Après, sur la question de l'ingérence, il faut distinguer ingérence et financement. L'ingérence politique, elle a toujours existé. Il faut pas se leurrer. Elle a toujours existé au niveau des instances, ce que je disais tout à l'heure. Après, qu'on mette fin à cette ingérence, je crois que c'est un souhait de la quasi-totalité, voire en tout cas la plus grande majorité des musulmans en France, c'est d'en finir avec des ingérences étatiques, qu'elles soient françaises ou étrangères, parce que la France aussi a quelquefois mis un peu son grain de sel là où il fallait pas. Au sens, ouais. Et pour autant,
je crois pas qu'il faille forcément interdire, par exemple, quelque chose qui soit de l'ordre des dons financiers, par exemple. Pour moi, la question du financement étranger, ça me dérangerait pas que demain il y ait un industriel. C'est un peu une ingérence, Faiza, si je peux me permettre ça. C'est pas forcément. Alors tu vois, c'est pas forcément. Ça peut l'être. Hein. Je dis pas que ça si je te donne du blé pour construire quelque chose, j'entends quand même me positionner peut-être ou te demander d'être gentil vis-à-vis de moi. Oui, mais bon, après, si ça reste des trucs personnels, on s'en fiche un petit peu. Enfin, ouais, je crois pas que ce soit, c'est pas systématique. Il n'y a pas d'influence, notamment sur la question des discours. Je prends toujours l'exemple de la mosquée qui est ici à côté de chez moi et qui a fait ici une grosse polémique parce qu'elle appartient, si tu veux, le bâtiment, c'est la mosquée El-Nour sur Nice-la-Plaine. Le bâtiment appartient au ministre des cultes saoudien. Ce ministre des cultes saoudien, il prête son bâtiment depuis 2005, même avant, à l'association qui gère la mosquée. Donc la mosquée a été ouverte en 2016 après moult procédures judiciaires à l'encontre de Christian Estrosi qui refusait de l'avoir ouvrir. Pour autant, ce ministre des cultes saoudien, on pourrait s'attendre à ce que ce soit par exemple une mosquée d'obédience salafiste ou qu'il ait mis en tout cas ses pions à l'intérieur. Mais ce monsieur, il est jamais venu dans cette mosquée. Il a même aucun contact avec l'association, si ce n'est des papiers s'agissant d'une éventuelle hypothétique donation des lieux, tout ça. C'est juste qu'un jour, il est venu à Nice. Il a voulu prier, on lui a indiqué une espèce de salle de prière toute massacrée, hein, il faut dire ce qu'il y a, voilà, une salle de prière de quartier. Il est rentré à l'intérieur, il a vu que il s'est dit attends, mais les musulmans en France ils prient là-dedans, et c'est là qu'il a discuté avec l'imam en lui disant choisis un bâtiment et je finance, je fais le truc. Et finalement il a laissé ce bâtiment. Il l'a acheté, et il leur laisse à disposition, et jamais il n'y a eu une quelconque influence à l'intérieur. Jamais. Oui, ça c'est un exemple. C'est un exemple qui pour moi justifie le fait de dire qu'on peut recevoir des donations, des prêts, des sommes financières, ce que tu veux. Il n'y a pas forcément d'influence ou d'ingérence. Je dis pas qu'il n'y en a pas sur 100% qu'il n'y en aura pas sur 100% des mosquées qui sont financées, mais en tout cas, on peut pas établir un lien sûr entre le discours qui est tenu dans les mosquées et le mode de financement. Faut-il en finir avec l'influence étrangère? C'est la question qui vous est posée aujourd'hui. 01 40 33 9000 pour nous le dire, ou sur Facebook, France Maghreb 2, ou Twitter, le grand forum FM2 pour y répondre. Est-ce que tu partages l'avis de Faiza? Et c'est pas parce que je vais, si je suis par exemple ministre d'un pays, ou je suis à la tête d'un pays, en l'occurrence musulman, j'ai envie de participer financièrement pour construire une mosquée en France. Il n'y a pas d'ingérence possible à l'islam. Moi je pense que chacun est libre de dépenser son argent comme il lui semble, que ce soit dans une action humanitaire ou dans une action cultuelle. Moi ça ne me pose aucun problème, d'autant plus que le Vatican aussi dans le monde intervient pour justement promouvoir le culte catholique. Donc je vois pas du tout, moi ça me pose pas de problème. Donc alors à propos de Macron, Abdeslam, j'en parlais avec Faiza, mais Macron qui patauge quand même à nous faire ses annonces très attendues sur le sujet. Est-ce que justement le fait que ça soit retardé, c'est que c'est pas encore clair dans sa tête, et qu'il y a eu des tentatives d'influence, hein, faut dire qu'El Karoui par exemple a tourné bien autour de lui après avoir été jeté visiblement, mais il a tourné autour de lui pour essayer de lui faire imposer ses idées. Alors, pour une raison stratégiquement électorale et électoraliste, il n'interviendra pas pendant les 6 prochains mois, parce qu'il ne prendra pas ce risque-là. Ensuite, sur le fait qu'il ne soit pas intervenu ou qu'il ait tardé, Faiza parlait d'automne 2018 jusqu'à ce jour, mais de mémoire, François Hollande n'a pas fait grand-chose non plus, et Nicolas Sarkozy, la seule chose sur laquelle il était intervenu sur le culte musulman, c'était à l'époque où il était ministre de l'Intérieur avec le CFCM. Oui. Donc il avait créé. Ouais, voilà. Mais tous les, je vais employer un terme de Mélenchon, mais ils ont tous. C'est bien, ça progresse. Tu vois un peu, je suis dans la. Ils sont tous dans cette pudeur de gazelle. Et... Il y a un peu de lumière, il y a un peu de lumière. Je suis sur le chemin de la rédemption. Ouais. Et non, il y a une vraie gêne en effet. Il y a une vraie gêne et ne serait-ce que de parler d'autofinancement du culte musulman, du réseau halal qui justement permettrait au culte de se développer, parce qu'on le voit bien.
en France, l'immigration algérienne, alors on est dans le centenaire de l'arrivée des premiers Algériens, mais il en est de même pour tous les Nord-Africains, mais c'était 1919, pardon. Et il révise pour le quiz tout à l'heure. Non, mais c'est et donc attendez, je viens de capter, je vais faire le quiz contre Abdeslam. Oui, alors justement, je propose quelque chose. Puisque tu en parles, j'ouvre la parenthèse. Je compte sur mes amis du LGF pour aider Faiza Ben Mohamed. Je vais aller de suite allumer mon ordinateur. Voilà. Donc soyez au rendez-vous évidemment pour mes amis, hein. Tous les collègues du LGF là, soyez là pour l'aider Faiza Ben Mohamed parce que c'est le champion. Bon, je quand vois même, que ça se lit contre moi. Non, pas du tout. Mais voilà, il faut bien quand même. Non, il y a voilà. Bon, 01 40 33 9000. L'influence étrangère. Ah, je sais que c'est un sujet qui gêne certains quand même. Mais c'est vrai qu'il faut le dire. Moi, j'ai un imam, un copain, enfin un ami, qui m'a dit un jour, bah écoute, moi quand je suis arrivé en France et que j'ai commencé à aller dans les mosquées, j'ai été dans une algérienne, dans l'autre marocaine. J'ai mis du temps et j'ai eu du mal à trouver une mosquée qui était ni l'une ni l'autre. Qui était comorienne. Ouais, oui, je sais pas si oui, en tout cas, il est dans une mosquée où visiblement il n'y a pas d'influence ni algérienne ni marocaine, mais c'est vrai que ce problème, il est là quand même. Et par exemple, dans une mosquée que je connais très bien à Corbeil, vous ne verrez pas d'imam marocain. Et l'inverse aussi est possible. À Évry, vous ne verrez pas d'imam algérien. Et ça, quand même, c'est quand même. Enfin, ça me pose question quand même. On en parle ensemble. 01 40 33 9000. Khaled Bencher aussi notre invité dans un instant. C'est le grand forum. L'info autrement avec Faiza Ben Mohamed et Abdeslam Itache. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je suis en train d'organiser la défense de Faiza Ben Mohamed pour le quiz face au patron tout à l'heure, hein, quand même. Faut le dire. Merci pour le compliment, je prends. Oui, voilà. Le grand forum, l'info autrement évidemment sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Khaled Bencher sera notre invité pour répondre à cette polémique, une énième polémique. Oui, à chaque fois qu'effectivement une personnalité musulmane, voilà, essaie de faire quelque chose, bah ça va toujours dans le mauvais sens pour certains. Et qui sont décidément très aigris de tout ce qui peut se faire, tout ce que voilà. En tout cas, mais c'est même pas d'être aigri, Christophe. C'est en fait, il n'existe médiatiquement et politiquement que sur ces thématiques-là. Oui, exactement. Donc en fait, si jamais ils font pas ça, ils redescendent là où ils méritent d'être, dans les égouts. Voilà. Je crois qu'ils les ont jamais quittés les égouts, Faiza. Oui, voilà, oui, mais ils ont été sortis un peu des égouts par des groupuscules identitaires. Arrêtez, je suis en train de courir après Zineb pour l'inviter à l'émission. Elle va pas venir sinon si vous faites ça. Oh mince. Zineb, viens ici. T'es la bienvenue, Zineb. On va se parler, on va se poser sur un divan. On va parler 5 minutes. Tu vas voir, ça va bien se passer. Nous sommes avec Nordine qui nous appelle de Mulhouse. Bonjour Nordine. Oui, bonjour Christophe. Bonjour aux animateurs et aussi aux auditeurs. Oui, chroniqueur, Faiza Ben Mohamed, Abdeslam Itache. Voilà, Nordine. Super. Mulhouse. En fait, de Mulhouse, c'est ça. Je vous écoute par l'application. Hein. Très bien, bravo. Téléchargez l'application France Maghreb 2 sur Play Store ou sur Apple Store. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. En fait, moi, je voulais soulever un problème. C'est souvent, on entend souvent dire, oui, les mosquées, c'est géré par les Turcs, par les Marocains, par les Algériens. Ce qui est un peu vrai, c'est une chose qui existait. Mais il y a un autre souci qu'on oublie, c'est de dire que c'est plutôt aujourd'hui, c'est plutôt des mouvances que les mosquées ont. C'est-à-dire que vous allez peut-être des mosquées qui sont détenues par les frères musulmans, vous allez avoir des mosquées par les tendances salafistes, par les tablighs, et c'est pas forcément relié aux origines. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir deux doubles problèmes. Premier problème, ce sont les pays qui les dirigent, et le second problème, ça peut même très bien être un Marocain où la mosquée est dirigée par des salafistes, ou bien par des frères musulmans, et l'inverse. Je sais pas si vous comprenez un peu le alors qu'elle doit être dirigée que par des musulmans. C'est ça, ouais, absolument. Elle doit être dirigée que par des musulmans, on est d'accord là-dessus? Oui, mais sauf que techniquement, c'est impossible parce que la personne que vous mettrez dans tous les cas au pouvoir dans une mosquée, elle aura forcément une influence. Ouais. Et je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, il est très rare de trouver un musulman qui ne suit pas un cheminement. C'est-à-dire que vous allez avoir un musulman qui va vous dire, ben tiens, je serai plus d'une tendance un peu frère musulman, je serai plus cette tendance un peu tablir, ou il aura peut-être plus une tendance salafiste, et à ce moment-là, automatiquement, il suivra forcément donc je vous donne un exemple, s'il a une tendance salafiste, on sait très bien que ça va être du wahhabisme, donc ça va être les saoudiens. Vous voyez le truc? Oui, c'est un frère musulman, c'est avec le même système, avec les égyptiens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il dira, tout le courant qu'il pourra faire, il viendra que de ces savants ou bien de ces imams qui prêchent à peu près la même vision.
Et ça, je trouve que c'est un peu difficile, en fait. De là à dire, oui, il faudrait que ce soit une personne française, un islam de France, oui, c'est bien beau. Non, on n'a pas dit qu'il va les prendre d'où? On n'a pas dit qu'il fallait qu'elle soit française. On disait juste que les Français musulmans devaient s'occuper du fait musulman. Mais que l'imam soit français ou étranger ne pose aucun problème. Faiza? Bah, en fait, le raisonnement de Nordine, je crois qu'il s'appelle votre auditeur qui est en ligne, le raisonnement, il est correct, mais il est valable que sur les musulmans, les qui sont un peu, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ceux qui sont comme nous au fait de ce qui se passe dans l'organisation, qui connaissent un peu les courants et tout. Et il faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup de musulmans qui sont des musulmans de culture et qui du coup ne savent pas faire la différence entre un imam qui va prêcher du salafisme ou qui va prêcher. Des fois, tu peux aussi fréquenter une mosquée où l'imam va être un peu proche du courant frère musulman, un peu plus ouvert que le salafisme. Tu vas aller là-bas et puis le soir, c'est souvent la génération des parents et des grands-parents. Ils regardent Canal Algérie, tu te retrouves avec des... Bon, tu dis pas de mal de Canal Algérie. Où t'as des imams qui sortent de je ne sais où, qui vont donner des enseignements de je ne sais où aussi, et du coup, ces gens, ils sont tiraillés entre ce que prêche leur imam à la télé, qui pense être le bon, et ce que va prêcher l'imam du vendredi, qui va aussi pour eux être le bon, et là, en fait, ils sont perdus. Et il y a très peu de musulmans, finalement, qui se définissent comme appartenant au courant des frères musulmans ou appartenant au courant du salafisme. Il y a que vraiment des gens qui sont dans un cheminement qui a déjà abouti. Les jeunes générations, moi, j'ai jamais entendu des gens que je fréquente à la mosquée me dire, moi, je suis plutôt tendance frère musulman ou tendance ci ou tendance ça. C'est des fois tu le seul souci, c'est que je pense qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je réponds qu'ils vont peut-être suivre un imam ou n'importe qui, mais indirectement, ils ne savent pas que cette idée, elle est peut-être tendance salafiste ou elle est peut-être tendance frère musulman. Il est là peut-être le souci. Oui, ils s'identifient peut-être pas les courants de pensée. Merci en tout cas pour la réflexion apportée au débat, mon cher Nordine. Merci Christophe. À très bientôt et continue de nous écouter sur l'application France Maghreb 2, bien sûr. On continue, on lâche rien parce que la liberté, ça a pas de prix. Elle est au rendez-vous tous les jours de 16h à 18h avec aujourd'hui Monsieur Abdeslamitash, Faiza Ben Mohamed, qui sera, je l'espère, aidé pour le quiz tout à l'heure en fin d'émission. On compte sur vous pour lui faire les doigts qu'il faut. On peut pas faire un Faizaton aussi, attends. Mais envoie-moi les questions, Christophe. Ouais, bien sûr. Pourquoi t'attends? Non, je suis incorruptible. Je suis en train de doucher sur sa feuille. Oui, bien sûr. Alors, on va se donner rendez-vous tout à l'heure, si vous voulez bien, pour tout simplement décortiquer l'interview de Khaled Bencher, parce que elle est importante quand même cette interview. Je vais lui poser des vraies questions. Et on va voir ses réponses bien sûr, et vous pourrez donc nous appeler tout à l'heure pour commenter tout cela. 01 40 33 9000 bien entendu. Je vous rappelle la question du jour pour Khaled Bencher, donc sur l'islam, on muselle l'État français et on accepte l'œil d'Alger ou d'Ankara. Faut-il en finir avec l'influence étrangère? C'est la question que l'on vous pose. Sur Facebook, vous êtes 61% à dire oui. France Maghreb 2 sur Twitter, tiens, j'ai pas regardé Abdeslam. Tu peux m'aider ou pas? Sur Twitter, le grand forum FM2. Je regarde tout de suite. Oui, on en parle tout à l'heure. En tout cas, vous votez, on compte sur vous et vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous. Il est 17h02 sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Invité du grand forum aujourd'hui, monsieur Khaled Bencher, qui est avec nous, président de la Fondation de l'Islam de France. Bonjour, monsieur le président. Bonjour et bonjour à tous nos amis auditeurs. Nous avions eu à vous questionner, que vous nous présentiez un petit peu votre projet au sein de cette fondation lors de votre nomination, c'était en début d'année. Je vous ai invité aujourd'hui parce que vous avez co-organisé hier à Paris une conférence sur le dialogue interreligieux qui a suscité une certaine polémique, notamment par la présence du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui fut également ministre de la justice saoudienne, à l'époque où Riyad Badawi, le blogueur, a été condamné à 1000 coups de fouet pour avoir exercé, j'ai envie de dire, sa liberté. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui, en privé ou en public? Je crois à ce que nous appelons la diplomatie d'Oslo, c'est-à-dire il vaut mieux mener les choses calmement, d'une manière secrète et aboutir à des résultats que d'annoncer avec éclat des résultats qui finalement risquent de ne pas être suivis d'effet. Maintenant, sur le fond,
je tiens à dire à travers vos antennes, Oui. je le dis comme homme, mais aussi comme président de la Fondation de l'Islam de France. Je trouve que les châtiments corporels sont une ignominie et une barbarie. Nous sommes au XXIe siècle et les traitements dégradants, et les peines capitales, les exécutions et surtout les bastonnades et le fait de fouetter des êtres humains, c'est quelque chose qui heurte notre conscience d'êtres humains et ça relève de la barbarie et d'un droit moyenâgeux archaïque que je dénonce avec force. Et il faut que ce droit évolue. Donc la position du président de la Fondation de l'Islam de France et la présidente de l'homme que je suis sur ce point est claire. Ouais. Tout justiciable, quel qu'il soit, n'a pas à être humilié de la sorte, à supposer que les hommes et les femmes ayant commis des erreurs, eh bien, il faut que la justice soit rendue dans le respect de la dignité humaine. Nous en avons parlé, oui. Il en a pris conscience, les discussions se poursuivent, je ne dirai pas plus. Très bien. Le tintamarre qui est en train de se faire là-dessus, auquel je n'ai pas réagi et je ne veux pas réagir, dessert une cause juste par des moyens stupides. Monsieur Benchir, vous êtes la cible de quelques personnalités, à l'image de Zineb El Azraoui et de Mohamed Sifawi. Qu'est-ce que cela vous évoque? Je n'y réagis pas, il y a des mensonges éhontés. Il y a deux mensonges. Ouais. Et je saisis aussi l'occasion de le dire sur votre antenne. Le premier, je n'ai pas organisé la conférence internationale de Paris sur la paix et la solidarité pour avoir en contrepartie des dons, des donations, de l'argent pour la Fondation de l'Islam de France. Jamais, au grand jamais, et ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de d'idées, d'engagement, d'humanisme et surtout faire en sorte que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale qui dit que nous avons ouvert une nouvelle ère et que nous nous sommes rendus compte des ravages de l'extrémisme et du fondamentalisme et de la doctrine wahhabo-salafiste, eh bien de le prendre au mot, de l'accompagner dans cette évolution et d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons fait ça. Nous ne l'avons pas fait pour de l'argent et ce n'est pas une affaire d'argent. Donc quiconque le dit est un menteur. Donc, et le deuxième point, le second point, Sifawi, Ezraoui sont des menteurs. Sur ce point, oui. Ouais. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge éhonté. Et le second point, c'est le fait de dire que le président de la Fondation de l'Islam de France a été critique et a été contre le régime algérien et maintenant il invite un ancien ministre algérien. C'est un mensonge. Je n'ai même pas ses coordonnées et ce n'est pas moi qui l'ai invité. Donc voilà les mensonges et les choses qui sont en train d'être débitées sur les réseaux sociaux auxquels je ne répondrai jamais parce que je ne suis pas homme à entretenir la polémique. Monsieur Benchir, j'ai cru apercevoir sur l'un des programmes de votre journée d'hier la présence de monsieur le président Emmanuel Macron ainsi que du Premier ministre Édouard Philippe. Info ou intox? Là, c'est vrai que j'ai dit que je ne m'appesantirais pas. Je n'ai pas à m'appesantir sur une affaire de communication qui a eu durant l'été, que je pourrais qualifier simplement de couac. Point. Moi, ce qui importe pour moi, c'est le fait qu'un mémorandum d'entente et d'amitié dans lequel il y a eu un engagement par écrit du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale de respecter la liberté de conscience, de la promouvoir, de la défendre et de faire en sorte qu'elle ne soit pas réprimée. C'est le plus haut point, c'est un point historique. Et le second point, c'est qu'il va aller à Auschwitz reconnaître ce qui est une ignominie dans l'histoire de l'humanité, qui est la Shoah. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un responsable musulman et un haut dignitaire de ce rang, la Ligue islamique mondiale,
qui va se rendre là-bas. Monsieur Benchir, il y avait également à cette conférence le grand rabbin qui a demandé d'ailleurs de sortir d'une interprétation archaïque du Coran. Si quelqu'un comprend qu'on veut faire du mal à l'autre en se fondant sur ses textes, quel qu'il soit, c'est qu'on a mal compris son texte. C'est ce qu'il a déclaré. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il y a 2 points. Le premier point, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Les références scripturaires, les écrits, les textes sacrés ne doivent jamais être compris parce qu'ils ne nous enjoignent pas à attaquer l'autre, à l'agresser, à le tuer, à le violenter au nom du sacré. C'est impossible, c'est inacceptable, et tout enseignement qui va à l'encontre de cela est un enseignement qui n'est pas conforme à l'esprit de ces textes. Ça, c'est le premier point. Oui. Nous ne pouvons être que d'accord. Sur le second point, quand il dit qu'il faut rouvrir les portes de l'Ijtihad, nous applaudissons, mais je souris, parce qu'elles n'ont jamais été fermées. Elles n'ont jamais été fermées, sauf il n'y avait jamais aucune autorité, quelle qu'elle soit, ni religieuse, ni théologique, ni politique à travers l'histoire, qui a décrété qu'il faut fermer les portes de l'Ijtihad pour les rouvrir. Il y a eu malheureusement décadence, il y a eu repli, il y a eu crispation, il y a eu régression. Il y a, certes, mais il n'y a pas eu fermeture des portes de l'Ijtihad pour les rouvrir. Donc le grand rabbin que je salue et à qui je rends hommage, quand il demande de rouvrir les portes, elles n'ont jamais été fermées, elles sont toujours ouvertes. Simplement, c'est une affaire d'interprétation. Il a tout à fait raison. Tout texte doit être interprété et l'interprétation doit toujours aller dans la promotion de l'intérêt de l'homme, du respect de sa dignité, de sa liberté. Monsieur Benchir, vous nous parliez il y a quelques instants d'un couac, c'est ainsi que vous avez qualifié la non-présence du président de la République et du Premier ministre. Après avoir boudé l'iftar du CFCM, il n'était pas présent hier. Est-ce que ça pose pas un petit problème quand même? Sincèrement, ce n'est pas une affaire de volonté politique, c'est une affaire d'agenda présidentiel. Je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas ça l'important et je ne le perçois pas comme ça. Très bien. Comment réagissez-vous, parce que vous parliez effectivement et vous dénonciez les mensonges sur Twitter de quelques polémistes, on va les qualifier ainsi, mais il y a quand même une sénatrice, Nathalie Goulet, qui a demandé par tweet l'annulation de votre conférence. Quelle est votre réaction, Monsieur Benchir? Cette même sénatrice est vice-présidente du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, et cette même sénatrice a été dans des histoires avec des islamistes connus. Je ne m'appesantis pas là aussi à la polémique. C'est son affaire. Vous n'avez pas envie de rentrer dans aucune polémique, si j'ai bien compris, Monsieur Benchir. Je vais limite qu'on les nourrit et on les fait exister. Et moi, ce qui me guide, c'est à la fois l'action et ce sont les idéaux même de l'humanisme, du respect de la dignité de la personne humaine et de ce qui est au cœur de nos préoccupations et de nos engagements, la lutte contre le fondamentalisme, contre l'extrémisme, contre l'islamisme politique, contre toute forme d'aliénation de l'être humain, d'où qu'elle vienne d'ailleurs. Monsieur Benchir, vous êtes l'objet d'ailleurs de la question du jour du LGF aujourd'hui, puisque vous avez déclaré sur l'islam, on isole l'État français, mais on accepte l'œil d'Ankara ou d'Alger. Et la question est toute simple aujourd'hui, celle que nous posons. Faut-il en finir avec l'influence étrangère qui, pour certains, pollue, j'allais dire, l'organisation de cet islam de France? Oui, France. Je le crois. Nous vivons un réel paradoxe. On demande à l'État de ne pas s'immiscer dans l'organisation des cultes, quels qu'ils soient, et en l'espèce du culte islamique. À juste raison, il y a la loi, nous sommes tous respectueux de la loi, nous sommes tous légalistes, et la loi s'applique à tout le monde, y compris à l'État. La fameuse loi du 9 décembre 1905 ne permet pas au pouvoir public et à l'État de se mêler des affaires cultuelles. La séparation est claire. En même temps, sans être macronien,
en même temps, nous nous retrouvons avec l'influence qui viennent se mêler de nos affaires à nous, citoyens musulmans. Et si en moins, à l'extrême rigueur, ces influences étaient bénéfiques, non, elles venaient des services secrets, d'officines, d'États non démocratiques et de forces non constitutionnelles quand il s'agissait de l'Algérie. Donc ça, je le dénonce avec force. Monsieur Benchir, j'ai 2 dernières petites questions à vous poser. Emmanuel Macron, qui doit apporter ses infos sur ce qu'il entend étant la réforme de l'islam de France. Est-ce que vous êtes de ceux qui allaient prendre part, si toutefois il vous le demande, à justement proposer des choses, à, j'allais pas dire influencer, mais le conseiller? Alors, cher Christophe, vous avez bien dit si on me le demande. Bien sûr. Si on me demande, je réponds oui, on verra. Je ne sais pas si mes points de vue sont avisés, si mon conseil sont judicieux. Nous verrons. La réforme de l'islam, c'est un vaste programme. Oui. La réforme des institutions qui veillent à l'organisation et à la gestion du culte, oui, mais la tradition religieuse comme telle sur le plan philosophique, théologique, de la pensée et de la réflexion, ce n'est pas l'affaire des pouvoirs politiques, c'est l'affaire des théologiens et des philosophes musulmans. Monsieur Benchir, ça sera là ma dernière question, monsieur le président de la Fondation de l'Islam de France. On voit que dans cette organisation, justement, tous essaient d'influencer, et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, entre la plateforme des musulmans, entre l'initiative de Hakim El Karoui, entre le CFCM. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, monsieur Benchir? Ce n'est pas un gâteau dont on se partage les parts. C'est une affaire de cohésion nationale, une cause nationale, un enjeu de civilisation, une volonté de sortir par le haut d'une véritable crise. Parler de l'islam, pour certains, ça donne l'accès à être un notable. La question n'est pas là. La question, c'est un engagement pour aplanir les difficultés, pour résoudre les problèmes et apaiser les tensions dues au fait islamique, un sujet explosif, inflammable, épineux. Et nous voulons régler ce problème. Merci Monsieur Benchir d'avoir répondu ainsi aux mensonges, en reprenant vos propos évidemment prononcés à votre rencontre et à des attentions qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez rétabli votre vérité ici même dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci Monsieur le Président de la Fondation de l'Islam de France. À très bientôt Monsieur Benchir. Merci à vous. France Maghreb 2, France Maghreb. Vos réactions m'intéressent, messieurs, dames. 01 40 33 9000. Alors il paraît que j'ai fait une erreur. À Destem, on dit pas Khaleb. C'est Raleb. Raleb, voilà. Donc pardonnez-moi et merci à cette équipe qui est bienveillante et qui surveille la moindre erreur de ma part. Pour me sauter dessus, et ils ont bien fait d'ailleurs. À la gorge. À la gorge, ah oui, carrément, je me protège. Et dès lors que c'est constructif, je suis évidemment preneur. Donc c'était Raleb Benchir qui était donc qui répondait à mes questions. C'est un homme sage, il n'a pas envie de répondre aux polémiques, il n'a pas envie de les entretenir, hein, Destem. Oui, non, mais ça n'est pas un polémiqueur et il n'a rien à gagner à entrer dans des bagarres de chiffonnier. Donc il essaye de prendre de la hauteur, il répond du mieux qu'il peut à des choses que je crois lui savoir expert. À partir de là, oui, il n'entre pas dans la polémique et il veut surtout pas l'alimenter. On va accueillir Mohamed, tiens, qui souhaite réagir. Peut-être qu'il a écouté l'interview de Raleb Benchir. Mohamed, bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, salam alaikum, j'habite à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, bienvenue, cher Mohamed. Alors, t'as écouté Raleb Benchir? Ça fait un bon moment que je n'avais pas écouté votre radio. Oui. Là, je suis tombé dessus par hasard. Et la réaction de ce monsieur, quand même, il y a deux choses qui me paraissent qu'il faut souligner quand même. C'est que ce monsieur-là n'a pas accordé d'importance à la présence du président. Il a dit que bon, c'est une question d'agenda. Ça, je veux bien le croire, il n'y a pas de problème.
mais quand même, la communauté entre guillemets qui, selon le climat actuel, pose entre guillemets encore une fois problème, c'est les musulmans, et le président se donne pas la peine de se déplacer. Donc clairement ça résume l'impact déjà de ce monsieur, qui pour moi n'est représentatif que de lui-même et des quelques personnes qui participent, on va dire, à sa notoriété. Mais au-delà de ça, le problème qui se pose, moi je pense que il faut arrêter de Mohamed, nourrir les. Pardon de te couper, bouge pas, on se met la pub vite fait et on revient très vite pour terminer ton propos. À tout de suite sur France Maghreb 2 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, on est là, messieurs, dames. Merci d'être avec nous. Le réel rendez-vous d'information, l'info autrement, où tous les acteurs aussi passent par cette émission pour pouvoir s'expliquer, répondre à nos questions, évidemment. Avec aujourd'hui, pour nous accompagner, la journaliste et militante Faiza Ben Mohamed et l'élu centriste au Modem du 93, Abdeslam Itache. Nous étions avant la pause avec Mohamed de Launay-sous-Bois, qui réagissait aux propos de Khaled Benchir, Mohamed. Oui, voilà. Alors bon, en substance, mis à part les propos de ce monsieur qui me semble, je m'excuse, hein, mais bon, moi j'ai eu le droit à de la langue de bois pendant une bonne demi-heure, donc excusez-moi, hein, mais il a pas pris position clairement sur pas mal de sujets très importants. Et je voudrais simplement mettre l'accent sur une chose très simple. Pourquoi est-ce que quand je dénigre personne, je ne rabaisse personne, qu'on soit bien clair, hein, d'entrée de jeu, mais pourquoi quand il s'agit de nos représentants à nous, on nous ramène tout le temps des vieux monsieur blédards? Moi, c'est ça que je veux savoir, et c'est ça qui m'énerve. On n'a pas assez de musulmans cultivés, jeunes, dynamiques, diplômés, investis, que ce soit dans la culture ou dans le milieu associatif, où on a des gens qui sont capables d'exprimer les réelles revendications et les réels vœux et souhaits de la communauté. Je veux dire, Mohamed, pardon de te dire, mais je vais prendre juste 3 exemples. Khaled Benchir, Marwan Muhammad, d'accord, et encore Hakim El Karoui. Je pense pas que ce soit des gens des blédards, et ils sont tous les 3 diplômés. Oui, non, mais d'accord, mais t'es bien d'accord avec moi. Et compagnie, donc c'est pas ces gens-là qu'on voit sur le devant de la scène. Oui, t'es bien d'accord avec moi. Et puis sur la question de l'islam en France, bien sûr que si, on les voit. On voit Khaled Benchir, on voit Marwan Mohamed, on a vu pendant des décennies Tariq Ramadan aussi, qui intellectuellement est plus que brillant. Peut-être les gens comme vous, madame, qui s'intéressent et qui sont penchés sur le sujet précisément. Mais la population lambda qui regarde BFM TV, je m'excuse, mais pour eux, les représentants de l'islam en France, c'est Dalil Boubacar et comment il s'appelle, Donc c'est un problème de médias qui donne pas la parole aux bonnes personnes. Oui, non, vous avez Jamel El-Hamli, qui est quelqu'un de brillant et qui... Le problème, c'est une question d'organisation communautaire. Pourquoi est-ce que les Israéliens... Mais la communauté ne l'organise pas BFM, excusez-moi. Enfin, BFM, ils invitent bien qui veulent, quand même, Mohamed. Ils savent très bien, ils les connaissent, ces gens. Mais au bout d'un moment, si nous, en tant que communauté, on se manifeste pour dire que monsieur, comment il s'appelle, rappelez-moi son nom, l'imam de Drancy, là. Oui, Chalgoumi. Voilà, Chalgoumi, que moi, personnellement, et que pas mal de mes semblables ne respectons pas et juste pour les propos qu'il tient, et on n'admet pas que ce soit notre représentant. Si pas mal de monde se manifeste, quand même, il me semble que BFM fera l'effort de ne plus inviter ce genre de personnage. Je m'excuse. Non, mais BFM ne fera jamais l'effort de pas inviter ce personnage. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce personnage servira le discours qu'ils veulent servir Entendre. eux-mêmes. Du coup, ça leur évite de le dire par leur propre journaliste, et ils font tenir leur discours islamophobe par un pseudo-imam, un soi-disant imam. Donc, si tu veux, au sein de la sphère médiatique, il y a une volonté d'entretenir ce système et de laisser la parole des musulmans confisquée aux mains d'incompétents. Ça, c'est une volonté. On aurait tellement aimé qu'il fasse de la langue de bois, lui. Oui. Bah ouais, ce serait exactement ça. Exactement ça. Et pour finir, dire une dernière chose. Je t'en prie. Et ensuite, je vous embête plus. Mais tu nous embêtes pas, Mohamed. Malheureusement, il me semble que vous devriez donner tribune plus souvent à des gens comme les dames qui sont ici présentes et qui quand même ont un discours assez engagé. Ça change quand même de la langue de bois. Alors, Mohamed, sauf problème d'oreille de ta part, ce que je ne crois pas, mais il n'y a pas des dames, il y a une dame et un monsieur. Bon, là, je me suis dit, c'est qui l'autre dame? Autant pour moi, oui. La dame en question. Je ne pense pas qu'Abdeslam Itache a une voix de femme, ou pas encore, en tout cas. Non, pas du tout. Mohamed. En tout cas, c'est très gentil de m'avoir donné la parole. Écoute, tu sais, je vais te répondre tout simplement.
qu'au sein de l'équipe du LGF, franchement, je le dis vraiment en toute honnêteté, on a les meilleurs. Voilà. Non, mais ça c'est réel. Hein. Et vous invitez en tout cas des gens qui sont, on va dire, qui sont pas dans le discours et dans le climat qu'on voudrait instaurer en France. Ah non, c'est vraiment pas le. C'est très bien. Pas le style de la maison. Merci en tout cas, Mohamed. Merci à vous, bonne soirée. À très bientôt. 01 40 33 9000. Vous pouvez réagir évidemment à ce qui a été déclaré par Raleb Benchir, qui a répondu à quelques-unes de mes questions. À Destem, je t'ai demandé ton avis. Faiza, qu'as-tu pensé de cet entretien? Écoute, Raleb Benchir est un très bon rhétoricien. Il s'exprime très très bien, il est brillant au niveau de son expression. Il a réussi à répondre à ton interview sans répondre à rien. Disons qu'en fait, il a balayé. Bon, les polémiques, je comprends, parce que sincèrement, la polémique dans laquelle il est constamment insulté sur ces 3-4 derniers jours, c'est pas de son niveau. Il est au-dessus, intellectuellement parlant, il est au-dessus. Il fait très bien de ne pas s'abaisser au niveau des égouts de Sifawi et El Razoui. Ça, c'est normal. Après, sur la question de l'absence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre... On l'a senti gêné, là. Évidemment qu'il est gêné, mais c'est normal. Il peut pas non plus admettre que, en fait, finalement, on l'a snobé, ou que l'Élysée ou le Matignon a répondu à des pressions qui sont nées sur les réseaux sociaux. Ce serait totalement ridicule, et c'est carrément quelque chose de gênant, même que vous organisez quelque chose, vous invitez le président de la République, donc celui qui est dans le costume de la fonction suprême, il accepte de venir, et au final, il vient pas parce qu'il y a 2 clampins qui ont déboulé avant-hier du Bled et qui sont partis sur les réseaux sociaux lui cracher sur sa conférence. C'est normal, c'est hyper compliqué à gérer. Après, moi, je crois pas du tout à ces contraintes d'agenda oui, bien sûr, évidemment, de la part de l'Élysée. Évidemment, ça a été annulé. Évidemment, ça a été annulé à cause de la polémique. Évidemment, Macron s'est caché derrière son petit doigt, mais après, on connaît Raleb Benchir, il n'est pas du style à aller au clash. Je le voyais pas là aussi non plus venir se répondre à tes questions en expliquant Macron s'est défaussé. Alors c'est vrai qu'il y a un exercice quand même qui est différent. Il y a l'exercice où on a l'invité par téléphone, et c'est vrai que c'est assez compliqué des fois de couper la parole, etc. Et c'est quand même préférable et mieux. D'ailleurs, je l'ai invité très pour jouer dans la transparence. Je l'ai invité ici parce qu'il y a quelques chroniqueurs qui ont des questions à lui poser. J'en connais un particulièrement. Et il a dit aucun problème, je suis prêt à venir débattre avec vous et répondre à vos questions. Et là, croyez-moi que s'il est en studio, il sera obligé d'y répondre à nos questions. Il ne pourra pas faire de la langue de bois longtemps. Ou alors on va lui faire remarquer. Samir est avec nous. Salut Samir, de Paris. Oui, allô, bonjour. Bonjour Samir. Bonjour. Je vous appelle juste pour répondre à ce monsieur-là qui vous parle, qui vous dit qu'en quoi il ramène des blédards au parlant de l'islam. Oui. Moi, je dirais, à mon avis, il voulait qu'on ramène qui? On ramène des voyous qui partent en Irak, qui tuent leurs frères, des mecs d'ici. Je sais pas. Non, mais il faut trouver une mesure dans les mots. Il faut trouver une mesure quand même. Il faut se reprendre, Samir, là, quand même. On va assez loin, quand même. Il a jamais dit ça. Il a dit. Des blédards et des voyous. Voilà. Il y a pas des blédards et des voyous. Enfin, je sais pas, non, mais parallèle. C'est quand même très, très cliché et assez grave. Excusez-moi, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est quand même assez grave de véhiculer le cliché qu'au sein de la communauté musulmane, il y a soit des voyous, et des terroristes, ou soit des blédards. Je veux dire, on est capable de trouver des personnes qui sont nées en France, qui ont vécu en France et qui ont été confrontées toute leur vie à des réalités franco-françaises. Après, de dire parce que peut-être vous avez pas son âge, ou d'essayer de tacler en disant vous voulez qu'on invite des terroristes. Excusez-moi, mais pour moi les terroristes ils ont rien à faire dans l'organisation de l'islam de France. Oui, ça c'est clair. Dans la discussion. Enfin, il faut vraiment mesurer. Samir, faut te reprendre mon avis. Parce qu'après, si tes propos avaient été tenus. Oui, Samir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette femme-là. Il faut ramener des bons musulmans qui sont nés ici, des enfants bien éduqués, des enfants bien. Il faut pas ramener de n'importe qui. C'est pour ça, il faut pas inviter n'importe quelle télé. Il faut inviter des gens bien éduqués, des gens comme par Ramadan, des gens intellectuels, ils sont intelligents. Il faut pas ramener un voyou des cités, ils vont parler de la religion. Arrêtez avec votre voyou des cités, là, avec votre, Samir, il n'y a pas que des voyous dans les cités, frère. Ça se voit que t'as jamais pris le métro de ta vie le matin, 5h30 du matin dans les quartiers populaires. Non, mais excusez-moi, mais tu vois, ça c'est franchement, c'est des propos qui me sidèrent. Pour la simple et bonne raison que s'ils étaient tenus sur l'antenne de RMC par un auditeur qui se serait pas appelé Samir, on aurait crié à l'islamophobie, on aurait crié au
au racisme, à la xénophobie, à la stigmatisation des classes populaires. C'est scandaleux de venir tenir des propos comme ça, je suis désolée, non. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Oui. Non, c'est non, tout. mais Non mais vas-y, toi t'es le grand frère un peu, remets de l'ordre mon cher. Et dire que dans les quartiers il n'y a que des gens, que des voyous. J'ai entendu le mot racaille. Oui. Que c'est un mot qui me débecte. Non, c'est très cliché et c'est très réducteur comme débat. Voilà. On n'a pas d'un côté les terroristes et de l'autre côté les blédards. Faut arrêter avec ça. Faut-il en finir avec l'influence étrangère? En parlant de l'islam, bien sûr, c'est la question qui vous est posée. Vous avez répondu oui à 61% sur Facebook France Maghreb 2. Pour continuer de voter, n'hésitez pas. Et sur Twitter, vous êtes 58% à le penser et donc à répondre oui. Donc voilà, c'est une grande majorité d'auditrices, auditeurs, de Facebookers, de Twittos qui sont effectivement d'accord avec cela. Il faut en terminer donc avec l'ingérence étrangère. Allez, quelques infos zappées avant de parler de notre sujet de la semaine. Sans transition évidemment aucune, très compliqué ce sujet de la semaine puisqu'il s'agira d'évoquer ensemble du viol conjugal et j'ai feuilleté un peu le rapport de l'OMS qui rapporte qu'une femme sur 4 y a été ou y est confrontée et je vous donnerai quelques techniques rapportées dans ce rapport qu'utilise l'agresseur pour obtenir ce qu'il veut, en l'occurrence sa relation sexuelle forcée, bien entendu. Alors quelques infos zappées. Tiens, pour vous dire que 2 enfants d'une école, ça se passe dans l'Allier, ont dû se contenter récemment de pain et d'eau à la place d'un repas servi à la cantine en raison des impayés de leurs parents. C'est ce qu'on a appris mardi auprès de la mairie. Mis à l'écart de leurs camarades à l'heure du repas, le 9 septembre dernier, les 2 écoliers scolarisés en CEM1 et CE2 ont mangé du pain frais et bu de l'eau, a expliqué l'adjoint au maire LR de cette commune de plus de 5000 habitants, confirmant une information de France 3 Auvergne. Cette famille n'avait pas réglé la cantine depuis plus d'1 an, il n'y avait pas inscrit les enfants cette année, a-t-il ajouté. Dès le lendemain, les parents ont repris le dossier d'inscription et réglé leurs dettes. Selon lui, c'est brutal, violent et humiliant pour ces enfants, a témoigné auprès de l'AFP un parent d'élèves scolarisés dans le même établissement. Je n'excuse pas du tout ces parents, c'est inadmissible de ne pas payer la cantine pendant 1 an, mais on ne s'en prend pas aux enfants, selon lui. Reconnaissant un geste peut-être maladroit qui ne sera pas réitéré, donc il a précisé que la famille avait été prévenue à plusieurs reprises, était injoignable, c'est ce qu'a précisé l'adjoint au maire de cette commune pour la rentrée. Le maire souhaitait que cela produise un électrochoc. Nous nous sommes rendus compte que cet été, qu'un tiers des familles n'avaient pas réglé tous les frais de cantine de l'an dernier, ce qui représente pour la mairie une perte de plus de 6 000 euros, se justifie-t-il, précisant que le prix d'un repas est de 2,50 euros. Depuis, les parents avaient quasiment tous payé et cette famille présentait les arriérés les plus importants selon lui. Voilà, donc cette pratique a été utilisée donc dans cette commune de l'Allier, Abdeslamitache. Alors moi ça me révolte. Alors, je range mon frein depuis tout à l'heure et je te laisse terminer. C'est juste honteux et révoltant. D'abord, indiquer ce montant de 5 000 euros. C'est pas cette famille qui était à 5 000 euros. Ça voudrait dire qu'elle mange depuis 10 ans. Non, pas du tout. C'est l'ensemble des administrés dont les enfants sont dans les écoles. Quand on a une commune avec 15 établissements, on fait le compte du nombre d'élèves et bien sûr il y a toujours des retards. Mais s'il y a des retards, faut aussi comprendre la situation sociale des personnes. Ce que ne dit peut-être pas, cet adjoint au maire. Peut-être qu'il n'y a plus d'assistante sociale dans sa commune, qu'ils sont peut-être passés de 10 assistantes sociales à une seule, et que du coup, elle peut pas répondre à toute l'aide en direction de ces familles-là. C'est une méthode pour le maire pour aussi que les gens payent. Non, mais mais c'est scandaleux et honteux de mettre les gamins comme ça au pilori parce que leurs parents n'ont pas payé. C'est une véritable humiliation. Mais c'est, moi je dis aux personnes qui habitent cette commune qu'il faut sanctionner le maire. Il n'a pas à se conduire de cette manière-là. Il ne prend pas en otage les enfants. Faiza, les enfants n'ont absolument rien fait. Faiza, ça te choque ou pas? Non, mais je sais même pas quoi dire, quoi. C'est écœurant. Un enfant, pas du tout à considérer comme étant responsable des lacunes de ses parents, parce que vraisemblablement, c'est pas un plaisir de ne pas payer la cantine. Des parents qui y arrivent pas à régler une facture, on peut pas, et c'est comme ça faire croire que finalement, en fait, tu fais croire que c'est comme si tu
tu expliques qu'en fait ils ont les moyens mais qu'ils payent pas, donc on va les punir et puis ils viendront payer. Je suis désolée, quelqu'un qui paye pas sa cantine, c'est parce qu'il peut pas la payer. C'est pas un plaisir de recevoir des relances, de recevoir des factures, des trucs d'huissier. Mais moi je comprends même pas quoi. Faiza, si tu permets, moi je vais aller au-delà de ça. En fait, c'est le maire probablement qu'il veut juste montrer ses muscles et dire qu'il y a un ordre républicain et que je fais respecter, et quand on n'est pas dans les clous, eh ben on est sanctionné. Ouais. C'est une honte. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Bon, une autre information qui malheureusement triste, c'est donc un petit Nolan. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeune garçon. Samedi dernier, le jeune Nolan qui avait été intoxiqué en 2011 par un steak haché contaminé par la bactérie, alors qui s'appelle Brucoli, je crois, ou un truc comme ça. En tout cas, est décédé, c'est ce qu'a annoncé ses parents. Et pour financer ses obsèques, eh bien, une cagnotte a été lancée sur Internet par la maman d'une autre victime qui a consommé un steak haché vendu chez Lidl. Sa maman s'est toujours battue pour rendre la vie de son fils confortable. Elle l'a toujours soigné elle-même. Elle a mis sa vie entre parenthèses pour se consacrer à son fils. Toute maman fera la même chose, me diriez-vous. Malheureusement, cet enfant de 8 ans est parti rejoindre un autre combat, rejoindre les anges. C'est ce qu'a proposé ce qu'a déclaré cette maman qui a organisé cette cagnotte pour aider cette maman qui a perdu son fils. Elle a été ouverte, c'est une cagnotte Litchi. Et d'ajouter, j'en appelle à votre bon cœur pour aider cette famille en détresse et qui va devoir assumer toutes les formalités financières alors qu'elle n'en a pas forcément les moyens. Elle remercie d'ailleurs tous les contributeurs pour aider cette maman. C'est en février, Guy Lamorlette, 78 ans, gérant du fournisseur Lidl, qui a été mis en cause, rappelons-le, dans ce scandale alimentaire, avait été condamné à un appel à 3 ans de prison, dont 2 fermes et 50 000 euros d'amende. Le suspect s'est pourvu en cassation, rappelons-le. Donc aussi, voilà, l'avocate de la famille a indiqué samedi que le gérant n'a pas payé de dommages et intérêts à la famille de Nolan pour l'instant, ajoutant que les parents de Nolan sont dans le plus grand désespoir et le plus grand dénuement. Il s'est été beaucoup endetté pour subvenir aux besoins de Nolan et n'ont pas de quoi faire face aux évidemment frais d'obsèques qui sont évidemment très coûteux. Donc il avait été contaminé en mangeant un steak haché acheté chez Lidl en 2011. Il en est mort samedi dernier. Commentaire? Non. Non, mais les hard discounters qui justement tirent les prix vers le bas, qui laissent de côté la qualité, qui gonflent la nourriture en sucre, en graisse, on en crèvera de tout ça. Il est temps qu'on revienne à une nourriture saine, tels les repas que l'on avait il y a très longtemps de cela. Aujourd'hui, on est dans le rendement, on est dans la violence commerciale justement où il faut tirer les prix vraiment vers le bas. Mais ce qu'il faut, tout n'est pas mauvais chez Lidl. Hein. Il se trouve que c'est le problème d'un gérant qui a fait n'importe quoi et qui a vendu des produits qui étaient très contaminés. Mais moi, je parle uniquement de ces hard discounters où justement on tire vraiment les prix par le bas. Vers le bas. Tu vas jamais? Alors si, mais je regarde toujours les compositions et j'essaye justement d'éviter de prendre les choses trop grasses ou trop sucrées. Mais et moi j'invite tout le monde à le faire. Mais oui, Christophe, je ne veux snobber personne. Évidemment. Ça m'arrive de faire les courses dans l'hard discount. Autre info zappée aussi, c'est le premier ministre israélien Netanyahou et son rival Benny Gantz qui sont à égalité dans l'incapacité pour l'heure de former un gouvernement après la quasi-totalité des votes dépouillés aux élections législatives d'hier en Israël. Tiens, petite info là qui va peut-être en faire plaisir plus d'un. C'est la justice la Cour de cassation qui a condamné définitivement le polémiste Éric Zemmour à 3 000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse. C'est fait, Éric devra payer. Voilà. Je peux dire une chose? Oui. Alors, chef pour Netanyahou et chef pour Zemmour. Voilà. Faiza, j'en attendais pas moins de toi. Ouais, chef. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai encore une petite info zappée. C'est une quinzaine de députés de La République En Marche qui publient une tribune mettant en garde contre l'hystérisation du débat sur l'immigration, sur le débat sur les migrations qui va entrer en vigueur donc à partir du 30 septembre prochain. Il y a des députés qui s'offusquent qu'on puisse encore en reparler et d'ailleurs certaines personnes qui en off disent que Macron est en train de se droitiser et d'aller sur des sujets qui ne sont pas les siens et pour tout simplement siphonner un électorat du Front National. Abdeslam. Oui, il y a une intention électoraliste en effet d'aller chercher cette aile à droite qui s'est perdue
peut-être pas d'extrême droite, mais de droite qui s'est perdue vers l'extrême droite. Et l'idée, c'est là aussi, peut-être à l'identique de ce maire, que de montrer un petit peu ses muscles et dire, vous savez, nous sommes pour un état de droit, il faut absolument être dans la fermeté et ainsi de suite, pour essayer de récupérer cet électorat. Bon, franchement, que vous dire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En tout cas, on suivra ces débats. C'est le 30 septembre prochain à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'immigration. Dans un instant, on va parler de ce sujet de la semaine, puisque votre avis nous intéresse, les avis des chroniqueuses et chroniqueurs qui interviennent au quotidien dans cette émission. On parle du viol dans le couple. Alors c'est vrai que c'est un sujet quelque peu tabou, mais c'est un sujet qui existe bel et bien. On croit à un rapport sorti en 2017 de l'OMS où il parle de 1 femme sur 4 qui a été ou qui est confrontée à ce type de violence. On parle des femmes, mais c'est aussi le cas chez les hommes. Eh bien, on en parle et vous demande de votre avis. Et puis, j'en profiterai pour vous donner une petite info qui s'est passée à la télé marocaine, où un chanteur a tranquillement, librement invité les gens à massacrer leurs femmes. Ça s'est passé sur une chaîne qui s'appelle Chada TV, et ils sont pas leur premier coup Chada TV, puisqu'ils avaient déjà fait coup sur leur radio en l'occurrence. Je vous expliquerai tout dans un instant. Et évidemment le quiz à suivre, Abdestamitash, Faiza Ben Mohamed, qui va être, j'en suis sûr, drivé, aidé par l'ensemble de la totalité de l'équipe du LGF. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, l'info autrement. Merci d'être avec nous. Alors vous savez, le sujet à la semaine que nous évoquons tout au long de cette semaine, on va en parler, mais alors très brièvement malheureusement, parce que le temps qui nous est imparti se termine. Hein. On a été pris par Khaled Benchir tout à l'heure. Juste pour illustrer, parce que ça rentre finalement dans le sujet de ce qui s'est passé au Maroc. C'est une émission sur Chada TV qui a été suspendue temporairement pour avoir laissé un chanteur se vanter à l'antenne de tabasser sa femme. A annoncé mercredi un communiqué de la haute autorité de la commission audiovisuelle. Celui qui ne tabasse pas sa femme, écoutez bien, n'est pas un homme, a déclaré le très populaire chanteur Adil El Meloudi, soulevant des rires complices de l'acteur Sami Nassiri et de l'animateur en question. C'est sur Chada TV. En juin dernier, au Maroc, cela est normal, on peut faire ce qu'il veut de sa femme, la frapper, la tuer, a-t-il insisté quand l'animateur lui a rappelé en plaisantant que c'est interdit de frapper sa femme partout dans le monde. Ces propos constituent une apologie évidemment de la violence à l'égard de la femme, une incitation express à cette violence, présentée de manière positive comme éventuellement un attribut de la virilité, voire même un comportement recommandable pour la consolidation des liens conjugaux, s'indigne un communiqué de la haute autorité. En l'occurrence, face à ce discours explicitement violent, l'animateur a adopté un ton plutôt plaisantin et laissé toute l'aptitude à l'invité de répéter ses insertions appelant à la violence à l'égard des femmes, poursuit le texte. Aucune mention n'est faite de l'attitude de Sami Nassiri, lui aussi très en phase avec le chanteur. Donc cette émission est suspendue pendant 3 semaines selon la CAP. Donc à ce stade, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre Adil El Meloudi, malgré des flots de réactions outrées sur les réseaux sociaux marocains. Les attitudes misogynes et sexistes sont monnaie courante, paraît-il, au Maroc, et rarement condamnées, quand même, faut le dire, par les hautes autorités. Dans ce contexte, la haute autorité a jugé particulièrement important de transmettre sa décision à la presse féminine, aux ONG féminines, aux droits de l'homme, aux organisations internationales, l'ONU, Femmes et compagnie. C'est ce qu'indique dans son communiqué. L'an dernier, cette même autorité avait sanctionné une émission de la radio Chada FM parce qu'un chroniqueur présenté comme un guérisseur avait affirmé à l'antenne que les femmes les plus exposées au cancer de l'utérus sont celles qui ont eu recours à la prostitution ou à l'adultère. Vraiment, je pense qu'il y a un sérieux profond nettoyage à faire dans ce groupe de radio et de télé, parce qu'on entend de telles conneries à la minute, c'est quand même beaucoup, je trouve. Quoi qu'il en soit, si ce chanteur passe en playlist à la radio, je le demande expressément à ce qu'il soit immédiatement retiré, cet imbécile, crétin et salopard. Boycott total, donc Adil El Meloudi. Petit commentaire rapidos, Faiza, Abdestem là-dessus. C'est simplement écœurant d'entendre des trucs comme ça dans un contexte où on sait qu'il y a une très forte recrudescence des violences conjugales, que ce soit en France ou à l'étranger. Faut pas se leurrer, c'est pas un problème franco-français, c'est un problème machiste.
Après, qu'on puisse, que lui il soit con, bon, il est con, mais c'est surtout la réaction. C'est ça, l'animateur qui l'a laissé gérer, quoi. La réaction de Sami Nasseri, elle est déjà limite. Mais j'ai envie de dire, Sami Nasseri encore, il travaille pas pour le média. Donc il y a quand même un journaliste sur place, un présentateur qui est censé tenir son antenne et qui manifestement a envie de rigoler d'un homme qui fait l'apologie des violences. Ouais, vous vous rendez compte, celui qui en plus nous raconte des anecdotes, parce qu'il n'a pas fait que dire ça. En fait, son propos il dure plusieurs minutes. Et il commence par dire ça et puis ensuite il raconte qu'un jour en Espagne il a tabassé sa femme, que la police est venue, que finalement sa femme elle a dit aux policiers non mais vous inquiétez pas, c'est un truc entre nous, il m'a rien fait. Donc en fait il humilie sa femme en expliquant que finalement c'est elle qui l'a sorti de la panade une fois qu'il était presque sur le point de se faire embarquer par la Guardia Civile. Et c'est hyper compliqué de se demander comment est-ce qu'on peut venir à bout de tels imbéciles. C'est clair. Non, mais en plus, on est dans un syndrome de Stockholm, hein, de la part de sa femme, qui du coup prend sa défense. Mais ce qui est quand même gravissime, c'est que un chanteur est souvent suivi, notamment par des jeunes, et il se doit d'être exemplaire lorsqu'il tient ce genre de propos. Il ne se rend pas compte des dégâts qu'il fait dans la société. Parce que beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes l'entendent et du coup, oui, il fait l'apologie de la violence et c'est condamnable, c'est vraiment scandaleux. En tout cas, je veux bien ne pas être un homme pour ce genre de truc. Voilà. Bon. Alors, on en reparlera évidemment demain. Je vous donnerai, parce que j'avais prévu de le faire, mais je pourrais pas le faire parce que on n'a pas le temps. Le rapport de l'OMS sur les chantages qui sont employés pour obtenir une relation sexuelle, justement, ce qui peut être considéré évidemment comme un viol, puisque à partir du moment où c'est forcé, on essaie d'utiliser plusieurs moyens. Alors, je les ai relevés. On en reparlera demain avec l'équipe présente. Mais parce que je tenais vraiment à vous donner cette information de ce qui s'est passé à la télévision sur Shada TV. C'est gravissime, et d'ailleurs l'animateur devrait être dégagé, mais sur place, quoi. Je veux dire, d'avoir laissé le chanteur pouvoir raconter autant de conneries à la minute, et que l'animateur n'ait même pas cherché à arrêter tout de suite ses propos et qui plus est à le sortir du plateau. Je veux dire, c'est scandaleux, il y a complicité. Non, donc, mais surtout que c'est même pas juste une complicité, Christophe. La séquence, elle est, ils sont dans une espèce d'état de euphorie, ils rigolent, ils se tapent des fous rires. On dirait des vieux alcooliques dans un bar PMU qui sont en train de parler de femmes, là. Tu vois, franchement, la séquence est écœurante. Les trois, ils sont trois sur le plateau, et les trois, ils sont à vomir. Et ils se marrent, ils rigolent. Rapidement, mon cher Abdeslam, qu'est-ce qui va se passer samedi à Goussainville? Alors, bon, j'ai plus l'image, mais je vais la remettre. En fait, samedi. On fait de la radio, hein, ça t'aura pas échappé. Non, mais je suis obligé d'aller chercher les infos pour nos auditeurs. En fait, nous organisons un World Clean Up à Goussainville. Donc, c'est une initiative où on appelle tous les citoyens à venir participer à un nettoyage, et c'est une initiative qui va être coordonnée et qui sera organisée sur plusieurs villes de France. Et l'idée, c'était de faire de la sensibilisation à l'environnement auprès des personnes. Donc vous êtes tous les bienvenus. Ouais. Alors on se donne un rendez-vous à 9h30 devant le parc Auguste Delaune à Goussainville. Ouais. Et donc j'espère vous voir nombreux et nombreux. On aura l'occasion d'échanger autour d'un café et rendre notre planète plus belle. Magnifique, hein. C'est Boyashi qui t'a drivé là? Peut-être un petit peu m'a contaminé. Ouais, d'accord. Non, c'est surtout Sabrina qui m'a contaminé. Sabrina Sebaï, qu'on salue évidemment. Bon, je compte sur l'équipe du LGF parce que Faiza Ben Mohamed a besoin de vous, messieurs dames. Oui, c'est maintenant l'heure du quiz. Le fameux quiz. Comment? Non. On fait le quiz, ma chère Faiza, vous allez voir, ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide, Faiza. Oh. Oula. Et sans douleur. Bon, alors les questions, je rappelle la règle, elle est très 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 simple. Il faut bien attendre la fin de ma question et je veille au grain de celui qui répondra le premier le plus rapidement. On est d'accord? Première question, on y va. Je mets pas de musique parce que sinon ça va déstabiliser Faiza. Et je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi. Première question, mais une question tout en rapport évidemment avec ce qui s'est passé un 18 septembre. Que vote l'Assemblée nationale française par une large majorité en 1981? L'abolition de l'esclavage. La fin de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort. Bravo Faiza Ben Mohamed. Non, mais je l'ai dit avant. Non, t'as dit l'esclavage. J'ai dit non, t'as dit l'esclavage. Oui, j'ai fait un lapsus. Lapsus ou pas, c'est pas la bonne réponse, c'est tout. L'abolition de la peine de mort, on rappelle 369 fois. Évidemment. Et contre 113. Deuxième question. Lapsus, la honte. Oui. Bon. Qui a été libéré par la Cour d'appel de Paris pour raison médicale en 2002?
Bernard Tapie. Non. Il était poursuivi pour crime contre l'humanité, entre autres. J'allais dire Klaus Barbie. Mais... Non, pas Klaus Barbie. Il a été préfet. Papon. Papon est une bonne réponse. Maurice Papon, libéré pour raison médicale en 2002. C'est mon clavier, là, il déconne. Je cherche, et là je parle de musique, un guitariste et chanteur mort en 1970 à Londres. Il était devenu d'ailleurs le mythe. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix était la bonne réponse. Le mythe de la musique rock, avec notamment sa lutte contre la guerre au Vietnam à l'époque. On s'en souvient avec son interprétation de l'hymne américain. Donc Jimi Hendrix, effectivement, est une bonne réponse. 2-1. 4e question. Je cherche un coureur cycliste né en 1971 au Texas. Il a remporté plusieurs fois le Tour de France. Armstrong. Armstrong Lance est une Armstrong. bonne réponse. Dernière question. Je cherche un animateur de radio mais aussi de télé. Christophe. Né en 1981 à Gap. Pour vous aider, il était aux côtés de Cyril Hanouna sur C8 et puis il a été transféré sur TF1. Camille Combal. Camille Combal est une bonne réponse. Ce qui malheureusement ne suffira pas parce que Abdeslam l'emporte avec 3-2. Bravo Faiza. Moi je dis bravo. Abdeslam encore une victoire, mais attention, ça te chauffe. Hein. Ouais. Faiza va s'entraîner et la semaine prochaine, si tu reviens, elle va te couler. Ah, c'est possible. C'est possible. Bon, en tout cas, merci Il y en à a tous qui ont les deux. essayé. Oh là là, dit-il. Merci à tous les deux. En tout cas, rendez-vous demain avec Céline Bory au Cinra et Yasser Louati entre 16h et 18h. Merci Faiza. Bonne soirée à Bonne tous, soirée. merci à vous. Et ce soir, n'oubliez pas l'événement planétaire, l'événement mondial, que dis-je, au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui commence sa Ligue des Champions face au poids lourd, le Real de Madrid. Tuchel contre Zidane. Réponse ce soir sur le terrain, 21h au Parc des Princes. Je compte sur vous évidemment pour faire les doigts pour le PSG. Salut tout le monde. 18h01, vous écoutez France Maga 2, vous avez bien raison. C'est l'heure du rappel de l'actualité avant la suite des programmes sur votre radio. À demain 16h. Ciao. Bonsoir. 800 personnes rassemblées aujourd'hui au Havre pour demander justice pour Johanna, cette jeune femme de 27 ans tuée lundi dernier par son conjoint devant leurs enfants. Plus de 100 féminicides ont déjà été recensés depuis le début de l'année. La victime avait porté plainte le mois dernier accusant son compagnon de l'avoir menacée avec un couteau. La Cour de cassation rejette le pourvoi contre le maintien en liberté du docteur Péchier. L'anesthésiste de Besançon soupçonné de dizaines d'empoisonnements restera donc en liberté. Le pourvoi avait été formé par le parquet général. L'attaque samedi dernier contre des installations pétrolières saoudiennes a été indéniablement commanditée par l'Iran. C'est ce qu'affirme ce soir le gouvernement saoudien. Le ministère de la Défense a présenté des débris de drones et de missiles qui auraient été utilisés lors de l'attaque. Téhéran avait réfuté par avance ces accusations en affirmant n'être pour rien dans cette opération. Plusieurs sites seront fermés à Paris pour les journées du patrimoine en raison des manifestations prévues et notamment celle des Gilets jaunes le week-end prochain. C'est le cas du ministère de l'Éducation nationale et de celui de l'Agriculture. La préfecture de police s'est également retirée de la manifestation. La Seine-Saint-Denis interdit à son tour les pesticides. L'arrêté d'interdiction a été signé aujourd'hui par le président socialiste du conseil départemental qui reconnaît que cette décision est avant tout symbolique. L'arrêté pourrait être retoqué par la justice administrative. Enfin, France Télévisions va proposer en replay ses émissions du soir dès 6h du matin le jour de leur diffusion. Une nouvelle fonctionnalité qui exclut évidemment les émissions en direct. Le groupe explique que le public doit pouvoir regarder les programmes aux heures qui lui conviennent. Arte pratiquait déjà cette mise en ligne anticipée depuis plusieurs années. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.